19h où l'on reviendra bien évidemment sur la crise à Total. 11e jour de grève, le dialogue de sourds continue entre direction et syndicats. Les yeux du département sont désormais braqués vers un homme, Frédéric Vaux, le préfet de Mayotte. Ce dernier a convoqué une commission de conciliation comme prévu par le Code du travail. Réunion prévue ce mercredi pour mettre un terme à ce bras de fer sans fin. Est-ce le dernier espoir pour enfin sortir de cette crise? On posera la question notamment à notre invité de la rédaction, Bouraïma Ali Ousseni, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises de Mayotte. Merci d'être avec nous. Voici les titres de votre journal. Ce matin, les grévistes Total et leurs soutiens ont bloqué la circulation au niveau de la station Total de Passamenti. De quoi faire enrager les usagers de la route qui attendaient, pour certains, depuis plusieurs jours afin de se ravitailler en carburant. Le point complet sur la grève en ouverture de votre journal. Une cinquantaine d'entrepreneurs se sont réunis aujourd'hui dans le quartier des Hauts-Vallons. Objectif, réfléchir aux moyens de faire entendre leur ras-le-bol face aux différents blocages de l'économie qui se succèdent depuis plusieurs mois. Les chefs d'entreprise s'apprêtent ainsi à mener une action coup de poing demain matin. Et explication. Les vacances scolaires touchent à leur fin, mais n'ont pas commencé pour tout le monde. En effet, cet été, les services civiques et les bénévoles de l'association Le Village d'Eva ont continué, à travers le dispositif L'école de la rue, à dispenser un enseignement de base aux 304 élèves de 6 à 16 ans, qui font partie des plus de 5000 mineurs non scolarisés par l'école de la République. Reportage à la fin de cette édition. La grève continue à Total, 11e jour de blocage pour les salariés du groupe pétrolier. Ce matin encore, les stations de Passamenti et Longoni étaient fermées aux usagers. Situation particulièrement inédite, notamment du côté de Passamenti. Ce sont les femmes leaders, soutien inconditionnel des grévistes, qui géraient la circulation et les droits de passage. Les forces de police, quant à elles, étaient bien dépassées par l'ampleur de cette gestion bien hasardeuse. Sur place, Bastien Sabouret. Vous ne viendrez plus chez nous par hasard. Et pourtant si. La station a fermé tôt ce matin suite à un nouveau soulèvement. Les automobilistes garés en triple file ont reçu sur leur pare-brise une amende pour stationnement gênant. La manifestation s'intensifie au sein des grévistes qui choisissent d'organiser eux-mêmes des barrages et de choisir qui mérite de passer. Mais le choix n'est pas toujours accepté. Des gens qui vont partir à La Réunion, mais là comment on va faire pour partir à La Réunion là? Là ils sont bloqués, ils vont prendre l'avion en 3 heures. Donc là ils sont vraiment, c'est extrêmement facile, c'est pas facile. Hein. Ils sont mahorais, on a un problème à Mayotte. S'ils sont à Mayotte, ils restent à Mayotte, ils restent à Mayotte. Mais s'ils partent à La Réunion, c'est leur problème. Ils prennent leur valise, ils font le trajet pour chercher notre taxi de l'autre côté. Mais il n'y a aucune voiture qui monte, qui descend. Et nous, on fait comment? On reste là jusqu'à quand? C'est ça, c'est la grève à Mayotte, c'est à Mayotte. La grève restera donc à Mayotte et sur toute l'île. La résistance s'organise et on fait passer le mot pour bloquer également le nord et le sud. C'est la police municipale de Dembéni qui va nous prêter main forte pour effectuer la déviation à Sarah. C'est bien reçu et voyez avec les gendarmes, tenez-nous au courant dès qu'ils ont mis leurs équipages en position. Et puis pareil pour notre PS. Du côté des forces de police, on essaie de gérer au cas par cas. La poursuite de la journée, c'est faire en sorte de résoudre calmement et sereinement ce problème de circulation en mettant des dérivations en amont afin de débloquer les automobilistes qui sont bloqués dans le bouchon. Nous avons essayé de discuter pendant un long moment avec les représentants de la population pour leur expliquer que tout simplement nous on était là pour faire en sorte que les gens puissent accéder au maximum de stations-service pour pouvoir alimenter la population en carburant et que dans le même temps la préfecture faisait son possible pour pouvoir faire en sorte que les négociations se passent entre la direction et les salariés. Les négociations sont en cours. Le préfet a demandé une convention de conciliation demain matin à 9h. Le renfort d'aujourd'hui venait principalement du secteur associatif. Ces derniers s'inquiétaient tout de même de la rentrée scolaire. Demain c'est la rentrée scolaire. Comment on va faire avec les enfants pour cette rentrée scolaire? Ça va empirer la situation. Moi je demande aujourd'hui aux représentants si ils n'arrivent pas à trouver une solution aujourd'hui, la situation va faire comme la Guyane, ça va être une grève générale.
Les institutions prioritaires comme la police ou la gendarmerie nationale, les pompiers ou encore l'hôpital représentent le minimum syndical pour des raisons évidentes de santé et de sécurité publique. Ce minimum a été respecté. Le barrage a même été levé suite à l'annonce du préfet dans l'après-midi sur les coups de 15 h. Les grévistes seront tout de même mobilisés dès demain matin, 6 h, et ce, durant toute la période de la négociation. Le cauchemar continue donc pour la population et dans ce contexte de pénurie de carburant, se ravitailler est devenu un véritable parcours du combattant dans le département. Suspendu aux arrêtés préfectoraux pour connaître les stations en service, les horaires d'ouverture ou encore les personnes prioritaires, nombreux semblent perdus face aux mesures adoptées. Amina Hariti et Leslie Vimenet. Pour rejoindre les différentes stations en service, certains n'hésitent pas à parcourir des kilomètres. Cette femme, par exemple, a fait le déplacement depuis Chembe-Nyumba, dans le nord de l'île, pour faire la queue à la station-service de Kaweni. Je suis là depuis 8 heures. J'attends, je n'ai pas de nouvelles, mais j'espère avoir de bonnes nouvelles. Peut-être à 14 heures, ils vont ouvrir, on ne sait pas. Mais j'ai entendu dire que peut-être à 14 heures. Pas certain qu'elle puisse remplir son réservoir, puisque selon certains autres usagers, cela fait déjà plusieurs jours que les pompes de cette station sont bloquées, sans qu'aucune goutte de carburant n'ait pu être distribuée. Kila wakati wabo yo wasuja mbila itsobula kaitsobula wabo wasuja banjere keti tubanira hi gojia de leo de meso mazifo jorambamba wasibua kasibua donc kila suku ya midini wamukabani mujolera wamujabara ngo 3h du matin wamujandana helala bana usho abana hata tisizeri tsende zangu turidi tiregete na suku ya 3h du matin irangu grevini aja yinika porozobula hata. Pourtant, des arrêtés préfectoraux sont délivrés quotidiennement et affichés publiquement afin d'informer des lieux et horaires d'ouverture ainsi que les véhicules concernés. Alors pourquoi de nombreux véhicules sont-ils stationnés aux abords de la station de Kaweni aujourd'hui alors que celle-ci n'est pas citée? Pourquoi ne vont-ils pas à la station de Majikavo? Un peu plus loin, à la station-service de Majikavo, les véhicules défilent sous la surveillance des forces de l'ordre. Ce matin, en effet, l'accès aux pompes était réservé aux véhicules dits prioritaires. Mais quant à savoir qui sont ces usagers prioritaires, les réponses recueillies sur place ont parfois été étonnantes. Disons, vu que je suis stagiaire à la préfecture, je pense que... Disons, je dirais que oui, entre guillemets, en fait. Je dirais oui, entre guillemets, oui. Je suis passé là par hasard, j'ai vu un collègue qui était là, on m'a dit que j'étais prioritaire, donc je me suis mis dans la file d'embouteillage aussi. Une distinction entre particulier et prioritaire, voire super prioritaire, que certains trouvent tout simplement discriminante. Mon bureau, je ne sais pas, kula mtu ana carte professionnelle ou ana prioritaire. Wamsijua exactement mbalimbani au lembani. Après stunium sona mba ntihaki maana watu prioritaire wapara wasonofanya hazi, wasi prioritaire wasikasifanya hazi. Wasitokeza lagoni kasipara mshahara, mwezi wasalia wasipara mshahara. Ini c'est pas normal. À l'évidence, la gestion faite par les autorités de cette crise du carburant ne met pas tout le monde d'accord. Quoi qu'il en soit, les habitants n'ont aujourd'hui pas d'autre choix que de s'armer de patience. Depuis 3h du matin, je suis là. Et voilà, il prend que des gens priorité. Et donc, voilà, là, je suis resté bloqué là jusqu'à 14h en espérant qu'on aura de l'essence. Reste à espérer que cette course au ravitaillement s'achève rapidement, car si pour l'heure les uns et les autres s'efforcent de s'organiser pour traverser la crise, pas sûr qu'ils consentent à le faire encore longtemps. Et face à cette crise, les élus s'expriment de plus en plus, certains montent même au créneau. C'est le cas du conseiller départemental de Mtsamboro. Invité de la matinale de Kwezi, Aïnoudine Salim estime que le temps du monopole pour le groupe pétrolier doit prendre fin, sauf que le contrat de cession signé en 2003 entre l'État et Total a mystérieusement disparu. Un véritable scandale pour le chef de l'opposition au département. On l'écoute. Ça, c'est un scandale. Je l'ai dit hier au conseil départemental. Moi, de tout ce que j'ai entendu, hier, quand j'ai entendu dire qu'une convention signée en 2003 entre l'État et Total est introuvable, je trouve ça scandaleux, mais vraiment scandaleux. Il faut se rappeler ici qu'en 2003, le conseil départemental était géré par la préfecture et qu'à la préfecture, on ne puisse pas trouver
cette convention, c'est grave. Et de ce que j'ai compris, normalement, cette convention prend fin l'année prochaine. Donc il faut qu'on s'occupe de cette question de monopole, cette question de gasoil et d'essence maintenant pour qu'on puisse, si vraiment possibilité il y a à faire les appels d'offres l'année prochaine. Et là, si on n'a pas de convention, on ne sait pas où aller. Et dans ce contexte de crise sociale incessant et de blocage actuel de l'économie, le ton monte, notamment chez les chefs d'entreprise. Ce mardi après-midi, près de 50 entrepreneurs étaient réunis du côté des Hauts-Vallons à Mamoudzou. Un rendez-vous afin de réfléchir et aux moyens de mettre un terme à cette situation catastrophique. Depuis des mois, les entraves au bon fonctionnement de l'économie se multiplient et cette fois, la coupe est bien pleine. Ce mercredi matin, une action coup de poing est prévue par le collectif pour se faire entendre. Compte rendu de cette réunion avec Pierre Bellucci. Ils étaient une cinquantaine d'entrepreneurs à s'être donné rendez-vous en début d'après-midi du côté des Hauts-Vallons. Une rencontre spontanée visant à s'organiser rapidement. Les commerçants, les chefs d'entreprise se réunissent pour essayer de trouver une solution afin de ne pas fermer nos sociétés. Aujourd'hui, il y a un état de fait qui nous oblige malheureusement à arrêter des véhicules, dont des salariés, ce qui aura des conséquences catastrophiques sur l'économie de Mayotte. Des conséquences inévitables, même si pour l'heure, elles restent difficilement chiffrables. Quoi qu'il en soit, les entrepreneurs ont décidé de ne plus rester les bras croisés à attendre que ce conflit prenne fin. Nous sommes une quarantaine de salariés. Aujourd'hui, nous avons pratiquement plus de carburant, donc nos véhicules ne vont plus pouvoir sortir, on ne va plus pouvoir faire d'intervention. Donc voilà, l'impact pour l'instant, je ne l'ai pas encore calculé en termes de chiffre d'affaires ou autre chose, parce qu'on n'en est pas là. C'est tout simplement la liberté de mouvement. Et ça, je constate qu'effectivement, tout en respectant le droit de grève, il est bien évidemment, je constate que c'est quand même une fois de plus le monde économique qui est pris on va dire en otage, même si c'est un mot qui est un tout petit peu fort. Voilà, donc je ne peux être que solidaire à tout ce qui se passe, petite entreprise, grosse entreprise. Lors des échanges, plusieurs idées ont émergé. Entre modérés et radicaux, il a finalement été décidé qu'une action serait menée demain matin au rond-point de Kaweni. On va essayer de faire une action demain matin, comme vous l'avez entendu, on va se réunir. Moi je trouve qu'on est gentil, on est vraiment gentil. Je trouve qu'on a tardé et on va voir ce que ça va donner. Comme en 2011, les entrepreneurs ont décidé de prendre les choses en main afin d'éviter le pire, avant qu'il ne soit trop tard. Et pour parler de cette crise du côté des entrepreneurs, un acteur économique de Lille, place à l'invité de la rédaction. Bonsoir Bouraïma Ali. Bonsoir. Bienvenue dans ce 19h. Vous êtes le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises de Mayotte. Un acteur économique inquiet de la situation aujourd'hui ? Un acteur très inquiet. D'abord, je tiens à féliciter l'initiative qui a été prise par les chefs d'entreprise qui se sont réunis. Je soutiens à 100% ce mouvement et cette initiative. Alors cette année, le département a connu de nombreuses épreuves entre la pénurie d'eau, la grève du port. Aujourd'hui, la grève du côté de Total, n'est-ce pas la goutte d'eau qui fait déborder le vase chez les chefs d'entreprise? Vous savez, comme on dit au pays des aveugles, le borgne est roi. Donc à Mayotte, on est des aveugles et les borgnes viennent faire la fiesta. Et nous, on est là, on est des acteurs, mais on passe pour des spectateurs. Aujourd'hui, les entrepreneurs et les entreprises souffrent énormément. Quand il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'emploi et il n'y a pas de salaire. Il ne faut pas oublier qu'à Mayotte, un salarié fait vivre 10 personnes. Quand toute l'économie de l'île est touchée comme cela,
On parle là de près de 100 à 150 000 personnes qui vont avoir du mal à manger à la fin du mois. Aujourd'hui, justement, quels sont les retours que vous avez? Vous êtes le président d'une confédération de petites et moyennes entreprises de Mayotte. Justement, de ces entrepreneurs, à quel point ils sont impactés par cette crise aujourd'hui? Je prends l'exemple des auto-écoles. On a des gérants d'auto-écoles, hein, c'est des petites structures entre 1 et 5 ou 6 salariés. Ils ont des véhicules, ils ont contracté des crédits pour acheter leurs outils de travail. Ça fait une semaine qu'ils ne travaillent pas du tout. Donc le chiffre d'affaires est de 0. Ils doivent s'acquitter de leurs créances, ils doivent payer les salaires et ils ne travaillent pas. Donc c'est une catastrophe. Ça ne peut pas s'expliquer. Nous, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est réparation. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Justement, il faut que la collectivité prenne ses responsabilités. Il faut que les entrepreneurs soient indemnisés totalement au niveau des pertes. Justement, vous parlez de nos institutions. Que pensez-vous de cette gestion de crise, justement? Cette gestion de crise est à la hauteur de ce que l'on mérite à Mayotte. Parce que quand je vois comment ça se passe ailleurs, on a des décideurs, on a des hauts fonctionnaires. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse prendre un arrêté. Lui, il a droit, lui, il n'a pas droit, lui, il a droit, lui, il n'a pas droit. Un service minimum, c'est réquisition d'un certain nombre de stations avec un certain nombre de salariés, de 6h à 22h, c'est ouvert pour tout le monde. C'est ça un service minimum. Vous n'acceptez pas ça? Mais tout à fait. Et le service minimum, il est là pour tout le monde. Les prioritaires, les pompiers, le CHM, EDM, tout la SMAE, ils doivent avoir des cuves de stockage de carburant au sein de leur établissement. Parce que demain, la pénurie viendrait du fournisseur de carburant directement. Comment on ferait? Donc on va plus avoir d'électricité, on ne pourra plus aller à l'hôpital, alors que eux, ils doivent avoir leur réserve au cas où, hein, on ne sait pas, on n'est pas à l'abri d'une guerre, on n'est pas... Donc, imaginons seulement, dans le cas extrême, comment est-ce qu'on ferait? Alors demain, ultime espoir justement de sortie de crise, une commission de conciliation a été convoquée par le préfet Frédéric Vaux. Qu'attendez-vous justement de cette réunion? On attend beaucoup de cette réunion. On attend déjà que les deux parties reprennent le dialogue. On attend que les deux parties fassent des concessions pour qu'un issue favorable soit trouvé à ce conflit. Parce que aujourd'hui, les entreprises, mais toute la population mahoraise est fatiguée et en a marre de cette grève. On est arrivé à un stade où on voit bien que les inégalités entre la France métropolitaine et Mayotte sont en train de tuer cette île. Parce que le problème, il est là. Le problème aujourd'hui, on demande aux entreprises de payer les 50 ans d'inaction des différents gouvernements à Mayotte au niveau social et économique. Et ça, ce n'est pas normal. L'État doit prendre ses responsabilités au même titre que les élus, que ce soit le département, les mairies, etc. Tout le monde a une part de responsabilité dans cette affaire. Et aujourd'hui, c'est l'économie qui paye les pots cassés. Êtes-vous confiant sur cette réunion? On peut, si on n'y croyait pas, on solliciterait pas cette réunion, on n'y participerait pas. Nous, on attend beaucoup de cette réunion pour pouvoir passer à autre chose. Mais la deuxième étape, moi je dirais aux chefs d'entreprise, la deuxième étape c'est réparation. Ce n'est pas seulement aller faire une marche. Le mal est fait. Aujourd'hui, on demande réparation. Pour certains, quand il y a un peu de pluie, ils sont inondés. L'État débloque des enveloppes pour eux. Aujourd'hui, nous, on subit, on est victime et on n'a droit à rien. Et ça, c'est pas normal. On est dans la République française et on doit être traité au même niveau que tout le monde. Allez, dernière question, en espérant une réponse positive. Avez-vous l'espoir de jours meilleurs pour notre île et son économie? Les jours meilleurs de Mayotte dépendent seulement des Mahorais.
quand on aura des Mahorais capables de dire non, mais vous allez voir, les choses vont bouger. Quand on aura des citoyens qui se feront acheter avec des cartons de Mabawa pour leur bulletin de vote, avec des voulets avec de l'alcool devant les plages, on sera toujours comme ça. Merci, Bouraïma Ali Hosseini, d'avoir accepté notre invitation. Autre sujet phare de l'actualité, la rentrée scolaire. Ce matin, nous recevions sur notre plateau le directeur académique des services de l'éducation nationale à Mayotte. Ce dernier tente de rassurer la population. L'acheminement des élèves se déroulera normalement ce mercredi. Les bus ont pu faire le plein et sont prêts à accueillir les enfants. En ce qui concerne le personnel d'éducation, c'est une autre histoire. Même si le vice-rectorat a fait le choix de maintenir la date initiale de rentrée. Écoutons Christian Giraud au micro de Patrick Mian lors de la matinale de ce mardi. Dans une situation où on a de telles difficultés, les situations peuvent évoluer du jour au lendemain. Ouais. Et donc c'est bien ce que l'on fait. Maintenant, on ne va pas priver les enfants, hein, il faut encore savoir ce que l'on veut. Si l'école c'est important, l'école pour moi représente l'un des poumons de Mayotte. Et ça concerne 97 000 élèves, 7 000 personnels. Je pense que, et je ne parle pas des familles, parce que si on pense, quelle est la famille sur Mayotte qui n'est pas touchée par l'école? Alors, quelle école on veut? Est-ce qu'on veut une école qui répond à l'intérêt des enfants? Et si on regarde l'intérêt des enfants, est-ce que ce n'est pas d'ouvrir l'école demain? Alors maintenant, moi je me mets à la place des personnels qui sont en grande difficulté, et il faut être tout à fait à l'écoute de cela. Moi je vais leur souhaiter un bon courage, une très bonne rentrée, mais ça n'empêche qu'il faut garantir une école qui permet aux élèves de rendre le meilleur d'eux-mêmes, de réussir leur scolarité, de faire en sorte qu'ils puissent s'insérer socialement et construire Mayotte de demain. En plateau avec nous, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Sonny, bonsoir à tous. Rédacteur en chef du JTM de Coésie, une rentrée qui sera suivie de très près ce mercredi, Pierre. Oui, une rentrée agitée, une rentrée dans un contexte très particulier, on ne cesse d'en parler avec cette grève. Voilà, le vice-rectorat a fait un choix, c'est vrai qu'il y avait un travail qui était fait sur la possibilité éventuelle de repousser cette rentrée. Finalement, ils ont fait le choix de conserver la date initiale, voilà, pour ne pas que les élèves commencent l'année avec déjà du retard. C'est vrai que ça a été une année très compliquée l'année passée, avec des mouvements de grève, avec aussi des violences dans les établissements, beaucoup de choses qui ont fait que les conditions n'ont pas toujours été réunies pour faire en sorte de permettre aux élèves d'étudier dans de bonnes conditions. Là, voilà, c'est une rentrée qui sera compliquée, notamment pour les personnels, et c'est aussi à ça qu'on pense les professeurs, parce que beaucoup d'entre eux ne vivent pas forcément sur leur lieu de travail, et beaucoup n'ont plus de carburant, donc ça risque d'être très compliqué. Voilà, on va suivre de près et de main pour savoir un peu, j'allais dire, le taux de remplissage des établissements scolaires, notamment en termes d'effectifs. Alors pas du côté des élèves, mais plutôt du côté des professeurs. Et on suivra cela de très près. Merci Pierre pour votre analyse. 19h et bientôt 24 minutes sur KTV. Merci d'être avec nous. Au menu de votre fin de journal, focus sur l'association Le Village d'Eva. À l'approche de la rentrée scolaire, justement, les bénévoles maintiennent le dispositif L'école de la rue. Près d'une centaine d'enfants exclus du système scolaire sont accueillis dans les locaux de l'association. Mais d'abord, l'état des lieux du reste de l'actualité de ce mardi 22 août. En bref, avec Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Face au mouvement de grève qui paralyse l'île, le sénateur Thani Mohamed Soilihi s'est fendu d'un communiqué, après avoir fait le constat que ce conflit provoque d'importantes perturbations économiques et sanitaires, entraînant la grogne légitime de ses habitants. Il en appelle à la responsabilité de tous et à la reprise du dialogue entre les différents acteurs de ce mouvement social, afin de débloquer une situation fortement dommageable pour l'ensemble des habitants de Mayotte. Par ailleurs, il recommande vivement que toutes les forces vives du territoire œuvrent de concert pour empêcher à l'avenir les éventuels blocages générés par les situations monopolistiques. Selon lui, ce conflit démontre l'importance d'opérer de manière effective dans le département, comme partout ailleurs sur le territoire, la transition énergétique, désormais inscrite dans la loi. De son côté, le député Mansour Kamardine a également tenu à réagir. Selon lui, je cite, « Face à l'urgence de la situation et aux graves difficultés auxquelles sont confrontés les Mahorais et l'ensemble de l'économie de Mayotte depuis plusieurs jours, la seule réquisition des forces de maintien de l'ordre n'est ni suffisante ni durable pour résoudre la crise. Par le biais des questions au gouvernement, il interpelle sur la situation et les très vives tensions créées par le blocage de la distribution des produits pétroliers
Consécutive à cette grève dans l'entreprise Total, il demande à Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, de dresser un bilan de l'externalisation de l'importation et de la distribution des produits pétroliers à Mayotte et d'en tirer les conséquences au plus vite. Il ajoute qu'il convient de prendre garde à ne pas ajouter aux crises de nouvelles crises dont les conséquences sont imprévisibles. Selon lui, l'État doit agir avec force, discernement, détermination et urgence. Hier, l'actualité nationale a été marquée par l'acte criminel d'un homme de 35 ans. En début de journée, cet individu de nationalité française a foncé sur 2 abribus en l'espace d'1 heure à Marseille. Sa première victime est âgée de 29 ans. Originaire de Kaweni, cette mahoraise a été grièvement blessée et transportée à l'hôpital. Elle souffre notamment d'une fracture du bassin. Une femme de 41 ans a quant à elle perdu la vie lors de son 2e assaut. L'homme a été interpellé sur le Vieux-Port et selon la police, aucun élément ne permet de qualifier cet d'acte terroriste. L'homme n'a pas opposé de résistance lors de son arrestation, mais n'était pas un inconnu des services de police, puisqu'il avait déjà eu affaire à la justice pour des affaires de vol, de trafic de stupéfiants et de port d'armes. Il était par ailleurs suivi dans un établissement psychiatrique de la cité phocéenne. En éducation toujours, un constat que l'on ne cesse de rappeler à l'approche de la rentrée des élèves. À Mayotte, nombre d'enfants ne sont pas scolarisés et pourtant, d'après la loi, mais aussi de nombreux textes internationaux ratifiés par la France, notamment l'article 28 de la Convention internationale des droits de l'enfant, tout mineur âgé de 6 à 16 ans vivant sur le territoire français ont droit à une instruction obligatoire. C'est donc dans ce sens et face à ce constat alarmant que l'association Le Village d'Eva a décidé d'agir en accompagnant juridiquement ces enfants exclus du système scolaire, mais aussi en leur dispensant d'une instruction de base à travers le dispositif L'école de la rue. Nous sommes partis à la rencontre de cette association. Reportage d'Adèle Laurent. L'éducation ne prend pas de vacances du côté du village d'Eva. Durant l'été, les 9 services civiques et les 20 bénévoles de l'association ont en effet continué à dispenser un enseignement de base aux 304 élèves de 6 à 16 ans que compte l'école de la rue. Une instruction que ne leur prodigue pas l'éducation nationale. Le village d'Eva ne devrait pas exister. Malheureusement, il existe parce qu'on a plus de 5000 enfants sur le territoire sur Mayotte qui ne sont pas scolarisés. Donc, pour lutter contre la délinquance et l'oisivité des jeunes et donner un peu d'éducation à ces enfants, d'où la création de l'école de la rue et pour montrer aussi aux politiques locaux et nationaux la réalité du département de Mayotte. Un enfant ne naît pas délinquant, il le devient, ce n'est pas des causes morales, mais ce sont des causes sociales qui font qu'un enfant devient délinquant. Ce qui fait que si l'enfant n'est pas pris en charge par la famille d'abord, puis par tout le monde, que ce soit par l'État, il finira par devenir délinquant s'il n'est pas pris en charge quelque part. Pour les membres du village d'Eva, Mayotte ne pourra se développer sans résoudre le problème de délinquance infantile et des solutions sont à trouver rapidement. La première étant de scolariser ces jeunes et la seconde de lutter contre l'oisiveté. Pourtant, l'école de la rue, mise en place à Kaweni, Mgombani, Kungu et Pamandi, ne devrait rester pour ces jeunes que temporaire. La finalité, c'est l'insertion au système scolaire. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas à chaque fois. Cette année, on a pu scolariser que 10% de notre effectif. En attendant, on a des promesses d'affectation pour cette rentrée. Mais voilà, il y a plusieurs freins comme le fait que ces enfants soient allophones et il y a peu de dispositifs pour ces jeunes sur le territoire. Un parcours du combattant pour ces enfants qui ne cherchent qu'à apprendre. Pourtant, l'article 28 de la Convention internationale des droits de l'enfant stipule, et ce depuis 1990, que l'éducation est définie en France comme la première priorité nationale et que le droit à l'éducation est garanti à chacun. De fait, et comme l'a dit Nelson Mandela, un pays, une société qui ne s'occupe pas de ses enfants n'est pas une vraie nation. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dans un instant, les rediffusions des temps de parole de ce mardi. Aïnoudine Salim et Christian Giraud étaient les invités de la matinale de Kwezi.
Retour de l'information demain dès 6h avec le journal radio de Pierre Bellucci. À 6h10, la matinale de Kwesi, décryptage de l'actualité du jour avec Patrick Milan et Samuel Bocher et Flo, pardon. Pour ma part, je vous donne rendez-vous à 19h pour un nouveau chapitre de votre actualité. Excellente soirée à tous et à demain.